Donc, revue des failles et bulletins. Rapidement, ça c'est juste le petit historique de la durée de support des différentes versions de Windows 10. Je passe rapidement, c'est ce que nous abordons chaque mois, il n'y a pas de changement. Bulletin Microsoft avec pas mal de vulnérabilités qui sont exploitées dans la nature, et je pense qu'on va sauter quasi directement aux vulnérabilités qui nous impactent en ce moment, c'est-à-dire les vulnérabilités Exchange. Juste une petite parenthèse sur la publication d'un article et d'un code d'exploitation pour la vulnérabilité. Alors, j'ai plus le numéro de la CVE qui est indiqué là, je crois qu'il était juste avant. Non, il n'était pas là, mais c'est pas grave. Ah si, c'est celle-là. La 2020-1350, qui est une vulnérabilité qui touche Microsoft DNS, avec pour particularité qu'elle est indirecte dans le sens où ce n'est pas une connexion, un envoi d'un paquet direct au serveur DNS pour exploiter la vulnérabilité qui est une exécution de code. Il faut qu'un client qui est un serveur Microsoft comme serveur DNS fasse une requête DNS vers un site par exemple malveillant, que ce site malveillant redirige vers un site, un serveur DNS qui exploite la vulnérabilité, qui lui renvoie une réponse bien formée ou mal formée, suivant le côté où on se place, qui permet d'exploiter la vulnérabilité côté serveur et donc d'exécuter du code. Donc c'est plutôt intéressant. Vous avez tout un article qui détaille complètement la vulnérabilité, son fonctionnement, l'endroit où elle se trouve et un code d'exploitation fonctionnel. Et qui est fonctionnel, j'ai testé ce week-end. Et alors maintenant, on va plutôt parler de l'incendie de ces derniers jours. Donc, il y a une communication, je crois que c'était mardi dernier dans la nuit, 4 vulnérabilités considérées comme des 0 day sur le moment sont exploitées depuis quasiment une semaine de façon assez massive par a priori un groupe qui s'appellerait Hafnium, donc suite à un article de Microsoft sur le sujet, pour compromettre des serveurs Exchange on-premise, donc installés chez vous, chez les clients. C'est un cumul de plusieurs vulnérabilités qui permettent en gros de prendre le contrôle total de l'Exchange et donc d'exécuter du code dessus. Et la problématique, c'est qu'une fois l'Exchange compromis, on peut voler au minimum tous les mails et au pire, à partir de l'Exchange, on peut compromettre tout le système d'information de l'entreprise. Donc du fait de la quantité sites, d'exchange exploitables et piratables, la plupart des attaques dans un premier temps se limitent au dépôt d'un web shell et ensuite il y a une prise en main manuelle pour continuer à exploiter les cibles. Donc il y a pas mal d'articles sur le sujet. Vous avez ici l'article de Microsoft qui est plutôt intéressant et qui contient des IOC ainsi que qui pointent vers le GitHub de Microsoft qui présente des scripts pour essayer de détecter un petit peu des compromissions. Alors la première recommandation c'est de mettre à jour, mais les patchs sont quand même assez récents. Si vous n'avez pas la capacité de mettre à jour, vous avez des recommandations de contournement de Microsoft. Le seul problème c'est que ça marche pas dans tous les cas et qu'il faut vraiment bien retester que vous n'êtes pas vulnérable après application des contournements. Donc, suite à la publication, c'est le feu sur Internet. Donc, il y a eu un article de Brian Krebs qui indiquait qu'à peu près plus de 30 000 administrations, mairies, etc. américaines avaient été compromises. Il y a même l'autorité bancaire européenne. Donc, il y a continuellement des attaques. Au début, ce n'était attribué que au groupe cité précédemment. Et en fait, comme les exploits sont sortis, puisque je ne l'ai pas cité, mais les exploits ont été identifiés par Orange Tsai, qui est un chercheur chinois de mémoire, je crois, qui surtout s'était fait connaître pour avoir trouvé pas mal de vulnérabilités sur tous les équipements VPN, type Pulse Secure et autres. Je crois que c'était en fin d'année 2019, si ma mémoire est juste. Tout à fait. Et ça a rythmé un peu toutes les compromissions de l'année 2020. Oui, c'est ça. Vous avez également un très bon article du CERT-FR, donc de l'ANSSI, qui a été mis à jour plusieurs fois et qui contient de bonnes recommandations. Donc je vous recommande vraiment très fortement de lire l'article de Microsoft et le bulletin du CERT-FR. Moi j'ai eu pas mal de clients qui ont été compromis et par chance ça n'a pas été plus loin que le dépôt d'un web shell. Donc il est quand même recommandé. Alors je sais pas, normalement ça fait un peu plus d'une semaine, donc théoriquement vous êtes tous au courant et vous avez tous mené des actions de détection et remédiation. Si ce n'est pas le cas, il est vraiment urgent de se préoccuper de ça, de regarder si vous avez des OWA, donc Web Access, Exchange, s'ils ont été compromis, et puis ensuite de traiter. Vas-y Adrien, c'est le... Ouais, petite chose assez amusante. Donc là, c'était un chercheur en sécurité qui avait posté un screenshot en fait en faisant les requêtes là sur différents
endpoint, on pouvait récupérer notamment dans la réponse en fait les SID des comptes qui étaient présents et juste avec une charge en XML, on pouvait récupérer, là on voyait typiquement le nombre de mails dans la boîte mail principale, quoi. Donc la vulnérabilité, enfin la SSRF à minima est assez facile à exploiter, donc il suffisait, on pouvait voler entre guillemets le contenu des boîtes mail sans même déposer de web shell sur le serveur. Sachant que les requêtes étant quand même d'une certaine forme, il y a pas mal d'IOC qui ont été publiés sur la manière de détecter des compromissions depuis les logs 2IS. Donc ça peut être intéressant aussi pour voir si vous avez été compromis, pour voir si des mails sont sortis, ce genre de choses. C'est toujours préférable quand même de le savoir. Bon, je pense qu'on peut passer à l'avant. Oui, pas grand chose de notable comparé à ça. Pas mal de vulnérabilités sur les navigateurs, c'est classique. Ça aussi, ça fait pas mal de bruit au moment. Je passe au PostgreSQL, il y a eu quelques vulnérabilités, mais les plus importantes étaient en décembre. Ça, par contre, ça fait aussi pas mal de bruit. Donc, vSphere, c'est la solution d'administration des hyperviseurs de VMware et qui est vulnérable à, au final, une exécution de code à distance sans authentification. Donc, c'est le cumul de plusieurs problématiques. La principale, c'est le fait de pouvoir uploader des modèles de VM, donc des OVA, sous forme d'archives zip. Et au moment de décompression, ça permet d'aller écrire les fichiers où on veut. Il n'y a pas de vérification sur les fichiers. Donc, on peut envoyer des fichiers exécutables type JSP. Et à partir de là, si on écrit dans un bon répertoire, sans authentification, il est également possible d'aller consulter ce fichier et d'exécuter du code sur le serveur, enfin sur le vSphere. Donc bon, exécution de code sans authentification sur vSphere. vSphere, normalement, c'est de l'administration, donc en théorie, ça n'est pas exposé face à des réseaux non sûrs, donc encore moins Internet, sauf que j'ai regardé il y a 2 semaines sur Internet, il y avait quasiment 2000 vSphere exposés à Internet. Enfin, ça c'est sur Shodan, pardon. Donc c'est plutôt critique. Donc là encore, Internet est en feu. Donc, de la même manière que pour Exchange, c'est très important d'avoir un référentiel de ces composants, en particulier de ceux exposés à Internet, d'être capable de vérifier en temps réel si vous avez du vSphere et puis après de dérouler les classiques, qualification, mise à jour, etc. Et investigation si vous sentez que ça aurait pu être compromis. Vulnérabilité Cisco, il n'y a que 3 vulnérabilités critiques. Oui, critique. C'est pas 30 ou 300? Ça me paraît pas beaucoup. Seulement publié ce mois-ci, on y reviendra juste après sur les stades de publication, mais en effet, encore un upload arbitraire dans les Cisco NXOS. On pouvait également contourner une mire d'authentification dans l'orchestrateur Cisco et enfin c'est un accès arbitraire dans Cisco Application Services. Mais après, oui, en effet, là, on est plus, si c'est Cisco, je crois qu'on est plus aux alentours de 40-50 vulnérabilités sur ce mois-ci. Ça, c'est intéressant. C'est une étude qui a été menée par l'Institut Fraunhofer sur les routeurs SOHO. C'est vrai que ça faisait longtemps que nous n'avions pas parlé des routeurs SOHO, donc les Small Office, Home Office routeurs, switch, etc. Ces équipements qui sont déployés essentiellement dans les petites entreprises ou à domicile. Ça fait des années à l'OSIR que nous présentons des vulnérabilités sur les différents constructeurs de routeurs SOHO. Et donc là, Fraunhofer a décidé de faire une petite étude sur le sujet. Alors, elle date quand même de l'été dernier, mais je pense qu'on l'avait manqué. Et la conclusion, c'est que la sécurité n'est pas exceptionnelle, il y a peu de durcissement, il y a beaucoup de choses codées en dur, il y a beaucoup de vulnérabilités. Il y a aussi, c'est basé souvent sur des systèmes d'exploitation Linux qui sont très anciens et pas mis à jour du tout. Donc, vous avez beaucoup de vulnérabilités non corrigées. Globalement, les routeurs SOHO à éviter, pour des environnements sensibles. Autre vulnérabilité, alors réseau, même si du Windows, c'est la publication de vulnérabilités sur la couche, la pile TCP/IP de Windows. Donc, alors Microsoft a changé la pile TCP/IP avec la sortie de Windows Vista. Et depuis Windows Vista, donc je crois que ça s'appelle Next Gen IP Stack, TCP/IP Stack, je sais plus exactement le nom, mais enfin c'est depuis Windows Vista. Et ce qui fait que cette nouvelle couche IP, qui a quand même quelques années, est censée être moderne, stable, sécurisée, et en fait, pas du tout.
en 2021, on trouve encore des vulnérabilités là-dessus. C'est principalement des problématiques dues à la fragmentation IP. Enfin, j'ai l'impression que c'est toujours des problématiques de fragmentation IP. Vous avez deux vulnérabilités, les deux premières, qui permettent d'avoir une exécution de code et un déni de service, mais localement, c'est-à-dire sur un réseau non routé, donc sur un VLAN, enfin pour faire simple. Alors que la troisième, par contre, est routable sur Internet ou sur un réseau interne. Donc là, c'est un peu plus gênant. Ça ressemble un peu au WinNuke de quand j'étais plus jeune et étudiant, qui permettait de planter et de faire un écran bleu sur un Windows à l'époque. Donc là, il y a une vulnérabilité quand même assez importante qui, a priori, ne permet que de faire du déni de service, mais tout de même sur un Windows à partir de paquets IPv6. Ensuite, est-ce que tu veux... Ouais, au moins le vCenter, donc rapidement, on pouvait tout simplement, c'était la vulnérabilité dont tu parlais, donc il y a un code d'exploitation qui est sorti qui permet d'automatiser. Et surtout sur les Dell Open Manage serveurs, il était possible de contourner l'authentification en mettant dans la requête post l'argument target machine sur localhost. Donc ça permettait d'abuser du coup d'un mécanisme et on était directement authentifié. J'avais pas vu celle-là, c'est quand même particulièrement moche. Et Comme les voilà. contournements des modes statut sur Apache ou en mettant dans la requête localhost, ça permet de contrôler les contrôles de sécurité et d'avoir accès au module. Pour vCenter, là, on avait aussi de l'upload où on pouvait du coup téléverser ce qu'on voulait sur le serveur. Et donc, on pouvait soit mettre un web shell, soit mettre une clé SSH et du coup directement s'authentifier sur le serveur sous-jacent. Ouais, donc, on rappelle, mais ne jamais exposer de portail d'administration sur des réseaux non sûrs. On continue à faire les statistiques du nombre de CVE publiés en 2021. Donc, la course continue. Cisco reste en tête pour l'instant, suivi de très près par Google. Oracle qui va prendre une petite pause, mais on devrait attendre, je pense, avril pour les revoir faire un saut dans ce classement. Bon, globalement, on voit qu'il y a quand même relativement légèrement moins de vulnérabilités publiées par rapport au mois d'avant. Donc voilà. C'est toujours rigolo. On continue à prendre les paris sur qui aura le plus de vulnérabilités corrigées d'ici la fin de l'année. Ensuite, donc, tout ce qui concerne le piratage. Alors ça, c'est le gros piratage français de ces dernières semaines. Donc a priori, Daedalus est un éditeur, je crois, italien qui édite des solutions pour des logiciels pour les laboratoires. Et donc il y a une compromission a priori de Daedalus qui fait qu'une fuite de données importante concernant essentiellement des Français bretons a été publiée sur Internet. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de détails, donc il y a tout ce qui va être nom, adresse, etc. Mais ça va jusqu'au numéro de téléphone, date de naissance, toutes les pathologies, nom du médecin, groupe sanguin. Enfin, c'est assez flippant. Et comme c'est en Bretagne, forcément, il y a aussi des gens habilités, donc c'est vraiment très embêtant. Ce qui est d'autant plus impressionnant, enfin étonnant, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an de ça à peu près, il y avait une histoire qui était sortie, donc il y avait un article sur Next Impact qui en parlait. Un salarié de Daedalus qui avait essayé de remonter l'information comme quoi il y avait des graves problématiques de sécurité dans la solution, et donc pour le remercier, il a été licencié pour faute grave. Donc je crois qu'il est au prud'homme, là en ce moment c'est en cours, mais il est au prud'homme contre son entreprise précédente parce qu'il se positionne comme un lanceur d'alerte. En plus à l'origine il devait être anonyme, mais c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas, et donc il a été licencié, ce qui est quand même triste, et suite à ça, il y a eu cette grosse fuite de données. Là, j'ai mis le communiqué de presse de Daedalus, qui est assez léger, je trouve. On verra ce que la suite va donner. On verra si la CNIL va prendre l'affaire en main et va faire quelque chose. Et le montant de l'amende, on verra. Donc, en termes de piratage, il y a eu aussi 3 forums de hackers plutôt russophones qui ont été piratés. Et les données ont été publiées avec un certain nombre d'informations comme les mails, je crois qu'il y avait aussi les mots de passe, les adresses IP utilisées pour les connexions, les numéros ICQ, etc.
Voilà, bon, rien de spécial. Ce qui est rigolo, c'est que les administrateurs ont publié, enfin sur certains administrateurs ont publié sur les forums les plans d'action qu'ils avaient appliqués suite à la compromission. Et c'est rigolo parce que ça ressemble à peu près à ce que font les entreprises normales suite à une compromission. Quand on disait que ça se professionnalisait dans le monde des hackers, Oui. sinon, en d'autres informations, le RIPE NCC, donc qui s'occupe notamment de tout ce qui est adresse IP, a été victime sur son interface de SSO d'une attaque par credential stuffing qui a mené du coup au déni de service de l'interface pendant un court instant. L'interface SSO, c'est celle qui permettait de se connecter à tous les services du RIPE, donc RIPEDB, ce genre d'éléments. Et donc, en fait, ils ont expliqué que l'attaque avait échoué, heureusement, et qu'ils allaient mettre en place des mesures supplémentaires pour mitiger ce genre d'attaque. Si vous vous souvenez de la réunion du mois dernier, on avait un sous-traitant qui est condamné parce qu'il n'avait pas mis en place de mesures contre le credential stuffing. Autre gros sujet du moment, Centréon. Donc en fait, des attaquants que nous ne nommerons pas, que nous n'identifierons pas, ont utilisé des vieilles versions de Centréon qui dataient de 2015, mais toujours déployées chez des clients et jamais mises à jour, enfin des entreprises, pour compromettre des entreprises. Alors juste pour rappel, Centréon, c'est une solution de supervision, un peu comme SolarWinds Orion. C'est une solution qui est française, qui est une très très bonne solution. Moi, j'ai utilisé dans une précédente vie sur de l'infogérance, qui est vraiment topissime, mais qui malheureusement, comme toute solution, quand c'est pas mis à jour, ça pose des problèmes de sécurité. Et donc là, des Centréon, encore une fois, donc, pas mis à jour et surtout exposés à Internet, ont été compromis. Des web shells PHP ont été déposés sur les serveurs Centréon, et puis ensuite, je pense que les attaquants ont progressé dans la compromission. L'ANSSI a fait une analyse des attaques, il a publié des IOC et des IARA, donc ils sont plutôt pas mal. Alors il y a certains ayatollahs de l'IOC et de la IARA qui ont un peu critiqué ces signatures fournies par l'ANSSI, mais bon, c'est quand même louable de la part de l'ANSSI d'avoir cette ouverture et de communiquer ce genre de signature, c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant également, c'est que Guillaume Poupard a communiqué sur le sujet, en parlant d'un ciblage très inamical et irresponsable, mais sans nommer ou sans attribuer les attaquants. D'ailleurs, l'ANSSI n'a pas attribué, mais par contre, Wired, le magazine, a cité, on en parle un petit peu d'ailleurs tout à l'heure, a cité dans un article l'attaque Centréon, a cité l'ANSSI et surtout, dès la première ligne, a nommé les Russes. Et bon, dernier truc rigolo, c'est que à la base, Centréon devait s'appeler Orion, mais que comme ça ressemblait trop au logiciel Orion, ils ont décidé de changer de nom et de s'appeler Centréon. Et Centréon, à la base, était basé sur Nagios, utilisaient le moteur de Nagios, et après, ils ont développé leur propre moteur de supervision. Alors ça date d'il y a quelques jours. Apparemment, Qualys, donc l'entreprise éditeur de la solution de scan de vulnérabilité web éponyme, a été compromise a priori, et des informations ont été mises à disposition sur le site du groupe Clops, je sais pas comment on le prononce, Clop. Donc il y avait quelques gigas de données, et dans ces gigas il y avait essentiellement des rapports de scan, des propositions commerciales, certaines japonaises, d'autres plutôt canadiennes, mais sans forcément plus d'informations que ça. Ce qui est assez surprenant, c'est que la fuite a été retirée très rapidement. Donc peut-être que Qualys a payé. Pour l'instant, il n'y a pas d'information publique qui est sortie là-dessus. En France, en termes de ransomware, on a l'AFNOR qui a suivi une attaque du groupe d'opérateurs Ryuk et qui a eu une communication assez légère sur le sujet, légère dans le tweet que vous voyez à droite. Donc c'est une communication qui est pas osée, mais qui est assez amusante. Et apparemment, ils sont en train de revenir à un mode de fonctionnement nominal. Tant mieux pour eux. Mais c'est vrai que c'était assez amusant. Maintenant, en autre news, il y a un chercheur en sécurité qui a publié un déchiffreur concernant le ransomware Avadon.
Donc il a publié l'outil le 8 février, donc pour tous ceux qui étaient compromis. Et je pense que les opérateurs l'ont vu et ont publié un correctif pour leur ransomware 4 jours plus tard, ce qui fait que malheureusement le déchiffreur a perdu beaucoup de sa valeur. En tout cas, ça toujours l'AFNOR, pour compléter, a communiqué auprès de ses partenaires, clients, fournisseurs. Donc ils ont fait des communications adaptées à chaque population. Hein. Donc tout le monde n'a pas la qualité de faire ça. Et ils ont relancé tout de suite un serveur de messagerie de secours, un espace de partage de secours. Donc c'est vrai que c'était un peu humoristique la communication publique, mais la communication auprès des gens qui travaillent avec eux, je l'ai trouvé pas mal. Plutôt remarquable, oui. C'est bravo de leur part. Autre piratage, donc pour ceux qui ne connaissent pas, CD Projekt est une entreprise polonaise qui édite un certain nombre de jeux vidéo, en particulier The Witcher 3 et très récemment Cyberpunk 2077. Donc ils ont eu pas mal de problèmes avec la sortie de leur jeu pour des problèmes de qualité sur certaines plateformes et des retards. Et en fait, ils ont eu beaucoup de problèmes. Leur jeu a été sorti du PlayStation Network, enfin PlayStation Store, plein de problèmes. Et récemment, ils ont eu un nouveau problème, c'est que a priori, des serveurs exposés ont été compromis, chiffrés, et le code source de leurs principaux jeux ont été volés, avec une mise aux enchères sur un forum. Moi, j'ai pu récupérer une partie. Il s'agissait d'un jeu qui est le jeu Gwent, qui est donc un véritable jeu de chez eux avec le code source, et donc ce qui confirme le vol de données. A priori, la mise aux enchères s'est arrêtée, ce qui sous-entend que quelqu'un aurait payé, peut-être CD Projekt ou quelqu'un d'autre. Ce qui est rassurant quand même, c'est qu'ils avaient des sauvegardes, mais c'est très embêtant pour ce type d'entreprise qui avait déjà pas mal de tourmentes, et c'était vraiment pas le moment que ça leur arrive. Une meilleure nouvelle en ce qui concerne le sujet ransomware, c'est les opérateurs d'Egregor. Donc il y a une partie qui ont été arrêtés en Ukraine, donc Egregor qui ont été connus notamment pour les hacks de Gefco, West France ou encore Ubisoft, et qui avaient notamment fait parler d'eux, comme vous pouvez voir à droite, puisqu'ils n'hésitaient pas à faire imprimer leur demande de rançon sur différents systèmes. Donc depuis cette arrestation, on a remarqué que leur site d'extorsion où ils publiaient les données des clients qui ne payaient pas est down, et une partie de leur infrastructure est également tombée. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois que c'est la fin définitive, on peut jamais en être sûr à 100%, mais en tout cas, ça va pas mal entraver leurs opérations. Une nouvelle attaque, donc là, encore une variation de l'attaque sur le nom des paquets, qui cette fois-ci ciblait les paquets Node.js, donc notamment pour tous ceux qui utilisent NPM. Il y a un chercheur en sécurité qui s'est amusé à regarder dans certains paquets les noms de dépôts privés, donc propres à l'entreprise, et il s'est amusé à créer des paquets sur les dépôts NPM, sur des dépôts NPM publics avec le même nom, pour voir globalement s'il allait avoir une confusion au moment de compiler les projets. Et en effet, il semblerait que lorsqu'on lance le serveur, NPM va d'abord chercher dans les dépôts publics s'il est configuré par défaut, et ensuite chercher dans la liste des dépôts privés. Donc, à travers ces paquets malveillants, il a réussi à compromettre des entreprises comme Apple, Amazon, Microsoft. Alors, on ne sait pas ce qu'il a fait à partir de cet accès. C'était juste pour la preuve de concept et montrer qu'il en était capable. En tout cas, c'est ça. Parce qu'en fait, la librairie qu'il a déployée en fait contenait un message disant ceci est un test. Enfin, c'était juste à vocation bug bounty en fait. Et du coup, suite à cette attaque, entre guillemets, suite à cette preuve, il y a Microsoft qui a publié un guide sur la sécurisation de ces environnements hybrides, justement, avec différentes recommandations pour éviter de se faire avoir par ce genre d'attaque. Et puis il a empoché plus de $100,000 de primes bug bounty grâce à ça, je crois, 130 000, je crois, je sais plus, un truc comme ça. Ah oui, ça j'avais pas l'info. si, parce qu'il y a énormément d'entreprises vulnérables. Il y avait aussi, là il n'y a pas, mais je crois qu'il y avait PayPal. Enfin, il y avait une très grande entreprise vulnérable à ça, et ce qui fait que c'est plutôt intéressant pour lui, une belle prime. Et il y a pas que Node.js, en fait, ça c'est valable pour un certain nombre de langages de programmation comme du Python, des choses comme ça. La problématique, c'est qu'il n'y a pas vraiment
de moyens, en tout cas, de préciser qu'une librairie est privée ou publique. Donc, on peut peut-être passer rapidement sur ça, je pense. Ouais, je passe. Ouais. Alors, l'ANSSI, on a un slide que pour l'ANSSI là. Donc, il y a un nouveau référentiel pour la vérification des identités. Voilà. Un guide qui est très intéressant sur la sécurité des TPE et PME en simplement 12 questions. Moi, ça m'a rappelé un peu le guide relatif à la maturité SSI où il y a un certain nombre de questions simples qui permettent d'évaluer votre niveau de sécurité. C'est vraiment très intéressant et en fait, en le regardant en détail, je me suis dit qu'il y avait quand même pas mal de grands comptes qui ne respectaient pas qui répondaient mal à ces 12 questions. Donc à la limite, même avant de commencer à regarder le guide d'hygiène, regardez d'abord ces 12 questions de l'ANSSI. Le problème, c'est que c'est encore trop orienté informatique et pas assez orienté métier. Oui. Donc ils vont prendre, je sais pas moi, est-ce que vous faites des sauvegardes, est-ce que vous avez un RSSI, etc. Mais ouais. C'est bien s'il y a un informaticien, mais on sait que dans ces sociétés-là, il n'y a pas d'informaticien, donc c'est le patron qui doit tout faire, ou alors s'il y a un informaticien, c'est un bureauticien qui court tous les feux. Donc il loupe, à mon avis, encore une fois un petit peu le coche en restant côté informatique. Après, sinon, il y a le guide, le livre blanc de la sécurité pour les dirigeants. Rédigé par logiciel inclusif. C'est une confusion entre PME et TPE. Oui. Ça adresse quand même les deux, je pense. Autre publication de l'ANSSI, donc c'est le top 10 des vulnérabilités marquantes de 2020. Parmi ces vulnérabilités, il y a les fameuses vulnérabilités Pulse et Fortinet, je crois aussi, découvertes par Orange TI. Citrix aussi, Microsoft DNS dont nous avons parlé là, Zero Logon qui a posé quelques problèmes à l'été et à l'automne et qui a été corrigé en février dernier. J'espère que vous l'avez corrigé. Moi personnellement, ce que je vois, c'est juste que ils ont juste repompé le top arbitraire que fait l'OSIR depuis des années, c'est tout. Voilà. Ensuite, tu veux parler du CESA? Oui, le CESA publie depuis 6 ans un baromètre de la cybersécurité des grandes entreprises. Donc c'est une enquête plus qui a été menée par OpinionWay qui demandait un petit peu le ressenti. Et donc globalement là, la grande peur qui est en train de monter forcément, c'est les compromissions par ransomware et tous les problématiques liées au patch management. Alors attention, l'enquête est quand même biaisée parce que c'est fait par le CESIN pour le CESIN auprès des membres du CESIN qui sont des RSSI. Et donc il y a il faudra regarder combien il y a de RSSI qui ont été interrogés, mais c'est tous des membres du CESIN de mémoire. C'est un sous-ensemble des entreprises françaises. Voilà, donc c'est pas forcément représentatif, c'est représentatif des membres du CESIN. D'accord. Du coup, je vais enchaîner directement avec le guide de la NSA qui publie un guide sur le Zero Trust, où en fait, il présente le modèle où globalement, on prend des zones où, entre guillemets, on ne porte pas de confiance implicite. Ce qui était intéressant avec ce PDF, c'est que du coup, c'est pas uniquement porté sur l'implémentation technique ou sur le choix de solution, mais vraiment sur les concepts à mettre en place et les maximes à garder à l'esprit quand on implémente un modèle Zero Trust. Donc c'est une bonne introduction au sujet. Et la troisième publication dont je vais parler, c'était à propos des services de renseignement norvégiens qui publiait son rapport des risques de l'année 2021 et qui mettait un accent particulier sur les risques cyber, donc notamment tout ce qui va être opération de déstabilisation, que ce soit via la création de fake news, sur tout ce qui est les exécutions, le vol de propriété intellectuelle ou encore les attaques sur les infrastructures. Donc voilà, il y a le rapport d'une centaine de pages qui est disponible et qui est disponible en plus en anglais. Ensuite, alors ça c'est juste une publication de la Banque de France concernant l'authentification forte pour les banques. Donc il y avait eu un gros débat il y a quelques années, je dirais, concernant le fait que la BCE souhaitait que les banques
passe par une authentification forte et n'utilise plus le SMS comme facteur d'authentification forte. Et là, en fait, c'est dans la suite de ça, c'est que à partir du 15 mai, les banques, toutes les banques privées auront pour obligation de mettre en place de l'authentification forte pour toutes les transactions qui dépassent les 30 €. Donc, c'est-à-dire maintenant, quand vous irez sur un site internet, si vous payez plus de 30 €, il faudra obligatoirement que vous ayez l'authentification forte. Majoritairement, c'est par une notification et une validation sur l'application mobile correspondant à votre banque. Toujours sur le sujet paiement, il y a des chercheurs de l'université de Zurich qui ont présenté leurs travaux qui consistaient en fait à contourner le code PIN lors des paiements. Donc on a des nouvelles solutions, notamment via Google Pay ou Apple Pay, qui permettent de payer sans contact avec les téléphones. Et en fait, à partir de ces applications, ils ont démontré un scénario d'attaque où en fait ils arrivaient à faire un paiement de plus de 200 €, je crois, 200 francs suisses, juste avec un portable et un TPE configuré d'une manière spécifique pour envoyer la requête. La troisième information, vous vous souvenez sûrement de la vulnérabilité Spectre qui affectait les processeurs Intel, qui permettait de récupérer des informations. On a trouvé, il y a des chercheurs qui ont trouvé sur VirusTotal une partie du framework Immunity qui s'appelle Canvas, qui est une sorte de Metasploit avec du coup, des codes d'exploitation mais privés. C'est un Metasploit à 30 000 € par personne par an. Et Immunity, une société qui est à Miami, qui est connue pour développer beaucoup d'exploits privés sur plein de vulnérabilités, qui effectivement a développé un exploit fonctionnel pour Spectre, pour Windows et Linux. Mais surtout, c'est que la version 7.26 de mémoire d'Immunity a été volée et publiée sur un thread, un forum Telegram. Après, ça a continué à être publié et plein de gens l'ont récupéré et ça a permis à des gens pas forcément très bien intentionnés d'utiliser ce framework d'attaque pour créer des codes d'exploitation. Donc effectivement, comme les gens à mon avis n'étaient pas précautionneux, ça s'est retrouvé sur VirusTotal et c'est Julien Voisin, donc chercheur français, qui est tombé dessus par hasard sur VirusTotal et a trouvé que, en creusant un peu, ces malwares en code d'exploitation incluaient des codes d'exploitation surtout stables pour Spectre. C'est quand même une nouveauté entre guillemets publiquement qui permettent sous Linux de récupérer le contenu de OTC Shadow et sous Windows DHNTLM. En gros, Spectre, ça permet surtout d'aller lire de la mémoire à laquelle on ne devrait pas avoir accès du fait des fonctionnalités j'ai oublié le nom, des CPU, c'est l'exécution spéculative. L'exécution spéculative, c'est ça, tout à fait. Qui permet en gros d'exécuter du code avant qu'une condition soit vérifiée pour essayer de gagner en vitesse et en performance. Si la condition n'est pas vérifiée, le résultat du code est jeté, et en fait, pas tout à fait. Il y a une trace dans le cache du CPU. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir ça. C'est rigolo. Ça, on en a parlé tout à l'heure, le DNS Microsoft. Business et politique, pas mal de rachats d'entreprises. Avant de passer au business et politique, quand vous avez parlé des laboratoires qui utilisent tous le logiciel Daedalus, je pense que pour beaucoup de gens, Daedalus, ça dit rien. En fait, c'est une société qui s'appelait Medasys et qui a changé de nom récemment. Et Medasys, ça a racheté beaucoup de sociétés qui éditaient des logiciels pour le secteur de la santé. C'est une grosse société de plus de 2000 personnes qui est connue depuis 40 ans. Hein, donc, ce n'est pas du tout un petit éditeur ou une start-up. Hein. Non. Et ouais. Moi, j'attends surtout de voir ce que vont donner les suites de cette affaire, en particulier vis-à-vis de la CNIL. Donc, business, donc oui, effectivement, il y a Okta qui a racheté Auth0. Et surtout le rachat en France de 2 sociétés travaillant dans la cybersécurité. La première, c'est Alcide, qui a été racheté par Tenable pour un petit peu moins de 100 millions de $. Alors, ce qui est marrant, c'est que Tenable a été fondé par un Français
mais aux États-Unis, enfin c'est l'éditeur du logiciel Nessus que vous connaissez sûrement tous, et qui a racheté un éditeur de solutions françaises de sécurité qui s'appelle Alcide, qui était spécialisé dans la sécurité, enfin qui est spécialisé dans la sécurité Active Directory. Et Tenable fondé par Renaud de Raison. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que Datadog est une société américaine, mais fondée par un Français, Olivier Pommel, mais aux États-Unis, et qui a racheté Screen, société française de la cybersécurité. Alors par contre, là, le montant n'est pas communiqué. Mais bon, on va voir ce que ça vont donner ces rachats, mais c'est rigolo de voir que des entreprises importantes américaines, mais fondées par des Français, rachètent des entreprises françaises dans la cybersécurité. Alors ça... C'est pas une condamnation, mais une mise en garde. En fait, il y a des clubs sportifs qui voulaient utiliser la reconnaissance faciale pour détecter les personnes qui ont une interdiction commerciale de stade. Sauf que la CNIL a jugé que ça reposait en fait sur un traitement de données biométriques qui est très fortement cadré et qui n'est pas légal de base. Et donc, ils avaient spécifié que c'était interdit par le règlement général de la protection des données et en plus que c'est contraire à la loi informatique et liberté. C'est un petit peu comme pour Clearview, il y a eu un une décision très récemment considérant que les activités de Clearview étaient illégales en Europe. Et pour rappel, Clearview, c'est une entreprise qui a été fondée par deux Américains dont j'ai oublié les noms, qui en gros a téléchargé toutes les photos de LinkedIn et les adresses des profils pour faire de la reconnaissance faciale dessus, et qui en plus après est allé télécharger toutes les photos Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, etc. pour faire de la reconnaissance faciale massive dessus. Qui propose après un service, soi-disant pour les forces de l'ordre, mais dans les faits, il y a eu un piratage l'année dernière de cette entreprise et on s'est rendu compte que la plupart de leurs clients, c'était pas du tout des forces de l'ordre, mais des entreprises privées, des entreprises dans des pays un peu limites en termes de respect des droits de l'homme, etc. Ensuite, les conférences, donc ça, passer pas grand-chose. À venir, tout à l'heure, Hervé a parlé du FIC. Alors par contre, ce que tu disais, c'est que c'était confirmé que c'était en présentiel, c'est ça ou pas? Oui, bien sûr. Pour le moment, jusque la décision d'un éventuel report. Oui. Parce que je rappelle quand même que déjà le deuxième report, oui, c'est confirmé en présentiel 8, 9, 10 juin à Lille, au Grand Palais. Ok. Ouais, donc à l'origine, ça devait être en... été reporté de janvier à avril. Avril, avril à juin. Et la prochaine date potentielle de report, c'est septembre. Mais bon, si la situation sanitaire permet la réalisation en juin, ça aura bien lieu en juin. Okay. J'invite tous ceux qui souhaitent s'y rendre à ne pas tarder à réserver leur hôtel, puisque les hôtels commencent à être un peu remplis. Et autre conférence, a priori STIC, par contre là se ferait en distanciel, comme l'année dernière. Alors, passons à la partie troll. Alors, je vais réduire pour pas... Je peux pas réduire. On a aussi le hack qui est toujours prévu pour le moment. Ah oui, c'est vrai, il y a le hack. Début juillet. Pardon? Le hack début juillet. Voilà, attends. Je le rajoute. Troll. Alors, donc il y a la police de je sais plus quel endroit en Angleterre. Je crois que c'est en Angleterre, je suis pas sûr, qui a publié sur un réseau social une photo de leur nouvelle voiture qui leur permettrait de repérer les criminels de la route, ce genre de choses. Et donc ils se sont essayés à Photoshop pour pouvoir publier la photo de leur voiture masquée, sauf que n'est pas expert Photoshop qui veut. Et donc des gens se sont amusés à récupérer la photo et à changer un peu les niveaux de la luminosité. Et en fait, il est possible de voir la plaque d'immatriculation de la voiture. Dommage. Donc, gros fail. Ensuite, alors ça, c'est juste pour tous ceux qui ont des data centers, des salles d'hébergement à qui on dit qu'il faudrait qu'ils fassent un peu le nettoyage, que c'est sale. Rassurez-vous, il y a bien pire ailleurs. Donc là, vous avez des photos, je ne sais même plus où c'est, mais d'une espèce de salle d'hébergement avec des serveurs qui tournent dans des conditions d'hygiène impossibles.
Ça, tout à l'heure, nous en avons parlé, le fait que l'ANSSI était cité dans Wired concernant l'affaire Centréon. Et Adrien, je te laisse partir sur CrowdStrike. CrowdStrike qui a publié une sorte d'index, alors un peu comme un index de bourse, mais cette fois-ci de la cybercriminalité, que vous pouvez retrouver sur leur site Adversary, et ça s'inscrit en fait dans leur contexte de publication de leur rapport 2021 où ils ont fait une belle cartographie des liens entre les différents acteurs et malware, que vous pouvez voir à droite. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des groupes sont quand même pas mal interconnectés, en tout cas ceux-là. Alors la première, ça je l'ai pas lu. C'est dans le contexte SolarWinds, on en parle tout le temps. Microsoft qui a publié apparemment donc encore un article, et globalement, alors je suis pas sûr, mais en gros, ils auraient dit que pour ce type d'attaque, au vu de la complexité, au vu du temps, il aurait fallu 1000 ingénieurs pour réaliser cette attaque. Donc, voilà. J'aimerais bien avoir la tête de la véritable équipe. Je pense qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Beaucoup de 10 times engineers, je pense. Et bon, après, ça c'est rigolo, c'est Burp qui est un outil qui permet de faire des tests d'intrusion web. Alors j'ai pas vu si c'était une blague réelle ou pas, mais dans tous les cas c'est rigolo. C'est une fonctionnalité qui aurait été ajoutée dans cet outil qui permet en gros de simuler le fait de faire un test d'intrusion pour aller faire une pause et laisser l'outil faire n'importe quoi. Ça fera surtout rire les pentesters, je pense. Ah oui, alors ça, donc pour ceux qui ont suivi, No Limit Sécu chaque année essaie de publier un épisode, donc le podcast No Limit Sécu essaie de publier un épisode rigolo pour le 1er avril, et cette année, l'épisode du 1er avril a été publié le 1er mars. Et on pense que c'est un coup du stagiaire, et à mon avis c'est le même que pour SolarWinds. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu un débat sur le forum d'échange des bugs de Mozilla concernant l'anti-tracking de Firefox, parce qu'en fait des personnes activaient l'anti-tracking et se rendaient compte qu'il y avait des problèmes avec Google Analytics, Facebook, etc. Et en fait, Firefox, lorsque vous activez donc la politique de sécurité la plus stricte concernant le tracking, va remplacer des parties des scripts Google Analytics et autres par en gros des fonctions à vide, pour vraiment empêcher le tracking. C'est plutôt rigolo, surtout que ça a démarré par une question concernant un potentiel bug, alors que c'est pas du tout un bug, c'est une fonctionnalité et une volonté de Firefox. Alors ça, on va reparler un petit peu de SolarWinds et leur compromission. SolarWinds a été auditionné il y a quelques semaines concernant leur compromission et les effets de bord qui ont vu des dizaines de milliers d'agences gouvernementales et entreprises américaines se faire compromettre. Et donc leur excuse, ça a été de dire en gros, ouais mais c'est pas nous, c'est le stagiaire. Donc là, vous voyez, c'est en général, on a plutôt tendance à accuser la victime, après on accuse le vendeur de solutions de sécurité, après on a plutôt tendance à accuser les adversaires, et la solution ultime, c'est d'accuser le stagiaire. Alors concernant le stagiaire, vas-y, je te laisse faire le début si tu veux. Oui, justement, la réponse n'est pas très convaincante, puisque du coup, comment ça se fait que le stagiaire s'occupe d'un serveur aussi important, puisqu'on parlait quand même, je crois, d'un serveur de mise à jour. Alors, juste pour expliquer, c'est que il y a donc SolarWinds s'est fait compromettre. Je pense qu'on va pas revenir là-dessus parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Et est sorti un article d'un chercheur qui disait oui, mais moi il y a déjà un an, je leur avais dit que le mot de passe de leur serveur de mise à jour c'était SolarWinds 1, 2, 3, et en gros, sous-entendu, leur sécurité était déjà pourrie il y a un an, et c'est peut-être par là que sont passés les attaquants. Et la réponse de SolarWinds, c'est oui, mais c'est à cause du stagiaire. Voilà, donc ça montre surtout beaucoup d'autres problèmes, notamment manque de supervision, manque de prise de responsabilité et manque d'application de certains guides d'hygiène, dont une certaine agence nationale a publié un bon article à ce sujet-là, que je vous recommande. Et donc, tu veux peut-être parler, Vlad, de... Ouais, c'est rigolo. Lors de l'audition du PDG de SolarWinds, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont donc sorti l'excuse du stagiaire en disant c'est le stagiaire qui a mis SolarWinds 1, 2, 3 comme mot de passe. Et elle, ce qu'elle a répondu, c'est oui, mais enfin, vous vous foutez de moi. Moi, mon enfant, pour l'empêcher d'accéder à mon iPad, j'ai mis un mot de passe beaucoup plus solide que ça. Donc, je pense qu'ils n'ont pas dû se sentir bien, les deux PDG de SolarWinds à ce moment-là. Et voilà, sinon, on a encore identifié une nouvelle cible. Donc, finalement, pour l'incident de fin 2020, on est encore aujourd'hui, on trouve de nouvelles cibles, dont la NASA et la FAA.
Donc je pense qu'on va encore en entendre parler quelques mois de SolarWind, probablement déjà pour la prochaine revue. On vous tient au courant. Et justement, la prochaine revue d'actualité, ce sera le 13 avril prochain, et donc toujours pas d'afterwork du fait des conditions actuelles, et peut-être la rentrée en Q3 2021, à voir. Voilà, donc c'est la fin. Si vous avez des questions ou des illustrations ou autres, ou si nous avons oublié certaines informations essentielles, n'hésitez pas à nous poser des questions.